Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bienvenue à toutes et à tous. Je commence cette émission avec une triste nouvelle, car je viens de perdre un aîné, un frère, l'ancien Premier ministre Alphonse Scolati-Poitiers, qui m'a toujours considéré comme son frère de sang. Et oui, c'est donc avec une grande douleur que je veux faire cette émission, en entendant de lui consacrer une émission spéciale où je parlerai de lui, des entretiens que j'ai eus, des témoignages sur ce qu'il a publié, parce que c'est un grand homme que nous venons de perdre, nous les Congolais. Il va se présenter lui-même. Je fais un extrait d'un entretien qu'il avait eu avec un journaliste qui venait l'interviewer pour le problème qu'il avait avec sa sœur cadette. Monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à Paris. Parce qu'effectivement, j'avais une folle envie de rentrer pour aller m'expliquer. Mais malheureusement, je suis retenu à Paris pour raison de maladie. Et j'ai à maintes reprises envoyé des certificats médicaux à la justice par l'intermédiaire de mes avocats. Je suis peiné de devoir m'expliquer sur un problème qui, à mon avis, allait de soi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème entre moi et Tissafou, ma sœur cadette. Ce n'est pas elle l'aînée, comme j'ai cru l'entendre. C'est moi l'aîné de toute la famille. Tissafou et moi, nous avons vécu en bonne intelligence pendant des années. Depuis que nous avons vécu au village, tous les deux. Et moi, je suis le premier à venir à Brazzaville et le premier aussi à travailler. Depuis le 15 septembre 1959 que je suis venu à Brazzaville pour travailler. Et pour travailler à la banque, à la BNDC, la Banque nationale de développement du Congo. J'ai travaillé à la banque pendant 10 ans. J'ai fait mes études tout en travaillant à Brazzaville, puis aux États-Unis, puis en France. Aux États-Unis, je suis allé faire la banque pendant 3 ans. Je suis revenu, j'étais nommé adjoint au directeur général. Et comme la banque de plus en plus rencontrait des difficultés de gestion, et que les conseils que moi j'ai donnés à mes collaborateurs, à mes supérieurs, n'étaient pas suivis, j'ai démissionné. J'ai changé carrément de métier. Je suis allé donc au niveau de l'État pour travailler aux impôts. Et là, comme je n'étais pas formé pour les impôts, je suis allé en France. Je suis venu en France, si vous voulez. Et là, j'étais à l'École nationale des impôts, la seule école française qui forme les inspecteurs des impôts. J'y ai séjourné pendant plus de 2 ans. Diplômé, je suis rentré. Et j'ai été nommé inspecteur divisionnaire de Brazzaville, puis directeur général des impôts en 1974. Et comme j'étais remarqué par mes supérieurs, mon supérieur en l'occurrence c'était Okabe, c'était Sadioné Okabe, et j'étais nommé ministre du Commerce, après 1 an de travail aux impôts. Au ministère du Commerce, j'ai fait aussi 1 an. En 1975, j'étais nommé ministre des Finances. En 1976, ministre des Finances, après la déclaration du 12-12-75. Parce qu'il fallait
cessé avec les anciennes méthodes. Vous savez que le 12-12-75, tout le système politique a été mis par terre. Et il y a eu un organe qui gérait l'État. Et c'était cet organe-là qui m'avait nommé comme ministre des Finances pour gérer l'État avec l'austérité et la rationalité qui convenaient. Je suis resté 1 an. J'ai voulu appliquer les méthodes que j'ai apprises. J'ai voulu redresser les finances. Je n'étais pas tout à fait compris. Je me suis retiré. J'ai démissionné. Et là, je suis resté 3 mois à la maison, 3 mois seulement, un peu comme en résidence surveillée, parce qu'il y avait un enjeu lourd qui était à ma porte. Et c'est le 16, c'est le 18, le 16, qu'on vient me dire, bon, en tout cas, on enlève l'engin, vous êtes libre. En ce cas-là, moi j'ai pris mon sac et je suis allé monter dans l'avion et je suis venu à Paris. C'est à ce moment-là que se produit l'événement que nous avons connu, malheureux, de la mort de notre président, Marie Ngouabi. Et peu de temps après, c'est le CMP qui me rappelle, qui envoie l'ancien trésorier général, Feu Makaya Etienne, qui venait me chercher dans mon coin où j'étais, au Rincy. Je suis donc parti à l'appel du gouvernement et j'ai créé le Centre national de gestion, le CNAGES. Le CNAGES, je l'ai géré pendant 6 ans avec des cadres avertis dans tous les domaines de l'activité économique et de la vie des entreprises. Et là, j'ai eu Monseigneur Nkombo comme un de mes cadres, puisque c'est un prêtre travailleur. Il est resté aussi 6 ans avec moi, jusqu'au moment où je lui ai donné mon accord pour quitter ses fonctions, pour aller exercer un apostolat au niveau, je crois, de Cailly ou de Pointe-Noire. Et moi, j'ai continué à évoluer. On m'a nommé en 1985 ministre des PME. J'ai donc créé le ministère des PME à partir de zéro. Chemin faisant, j'ai continué en 1986 avec le ministère du Commerce. Donc j'ai jumelé ces 2 départements et je les ai gérés jusqu'à 1989, juillet 1989, date à laquelle j'ai été nommé Premier ministre. La primature, je l'ai exercée pendant 1 an et demi, jusqu'au moment où j'ai démissionné de mes fonctions. Parce que je constatais que ça n'allait pas. Et parce qu'à ce moment-là, bon, j'avais refusé d'aller mettre fin à la réunion des syndicalistes qui voulaient changer leur statut vis-à-vis du parti unique. L'histoire est connue, je ne la raconte pas ici. Et voilà un peu mon cheminement professionnel assez rapidement retracé. Comme vous venez donc de le suivre, on va continuer le cours de notre émission. Il s'agit donc de la deuxième partie, de ce que j'avais programmé déjà. Dans la première partie, vous avez vu également le témoignage, le bref témoignage de Skola Chipwati dans Afrique Éducation. Je pense que pour ceux qui sont fidèles à nos programmes,
ils ont dû le voir. Et là, aujourd'hui, au moment où je m'apprête à faire l'émission, j'ai appris donc cette nouvelle que Souklati Poiti nous a quittés. Souklati Poiti nous a quittés donc jeudi matin 24 octobre 2024 dans un hôpital parisien. Et comme je suis loin en ce moment à Genève, je descendrai à Paris pour assister justement la famille parce que finalement, vous savez très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque événement heureux ou malheureux de la famille, il me conviait toujours. J'assistais. Et je le dis sincèrement, je suis profondément touché. Et je demande à mon grand frère qui est parti, comme il sait très bien les coutumes, qu'il nous assiste, qu'il assiste ses enfants, et qu'il m'inspire également pour l'émission que je prévois peut-être le 31 octobre pour la Toussaint. Merci. Je poursuis donc cette émission prévue pour ma rencontre avec Denis Sassou Nguesso et notamment cette deuxième partie qui concerne la guerre du 5 juin. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Le témoignage d'aujourd'hui sur Sassou concerne justement la période de la guerre du 5 juin 1997. Alors, vous savez très bien, comme je l'ai dit, Sassou Nguesso, qui a fait aujourd'hui du Congo une prison à ciel ouvert, a un passé lourd. Quelles que soient donc vos origines, reconnaissez ou admettez ce témoignage nécessaire pour le Congo. En dépit de vos sentiments parfois hostiles, cette page de notre histoire doit aider les futures générations à comprendre réellement ce qui s'est passé pour bâtir le Congo de demain. Après donc cette première partie de ma rencontre avec Sassou Oyo et Edou, que vous avez bien suivi, je vous remercie parce que vous êtes nombreux à suivre justement ce récit. Je poursuis aujourd'hui en vous parlant de la période de notre bonne entente et chaleureuse fraternité. Et celle-ci d'ailleurs, cette période a duré 10 ans, de septembre 1994 à décembre 2004. Ceci donc inclut la période où Sassou Nguesso a été en exil doré à Paris, jusqu'au déclenchement de la guerre du 5 juin au 15 octobre 1997. Souvenez-vous que c'est Sassou, comme je le dis toujours, qui a accentué la violence politique au Congo en 1977, après celle bien connue des années 65 sous le président Massamba Deba et son premier ministre Pascal Lissouba. Et également Ambroise Noumazalaï qui était le premier secrétaire. En passant donc par celle de Ngouabi, Yombi et Sassou Nguesso au SMP. Nous n'allons pas parler de cela car le forum a publié de nombreuses vidéos sur toute cette période ensanglantée du Congo. Je poursuis donc l'évocation de ma rencontre avec Sassou Nguesso, notre entente fraternelle qui a débordé jusqu'au bord de la Seine de Paris. En effet, je devenais familier, le familier donc le frère qui était là pour conseiller, aider Sassou Nguesso à avoir une autre perception de la chose publique. Malgré donc sa pratique du monopartisme, il avait besoin de comprendre et d'apprendre. Il voulait donc rebondir et mieux s'imprégner des principes des droits de l'homme. C'est pour ça qu'il était très attaché à moi. Sassou Nguesso donc a compris que mon engagement pour la défense des droits de l'homme n'est pas un engagement partisan, mais la manifestation de l'amour du prochain qui remonte à ma tendre enfance, un combat pour que les droits de l'homme deviennent une réalité quotidienne dans un état de droit. C'est pour cela que j'ai publié le premier guide des droits et des devoirs des Africains
en décembre 1988, voici 36 ans. Et comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, que vous pouvez trouver dans les librairies que vous pouvez commander à Amazon. Il suffit seulement de taper Google, Massingo Tiassé, comment peut-on vivre libre et digne en Afrique. Vous pouvez l'avoir également en livre électronique. Donc, bref. Je dis ce combat, je le dois donc à mon défunt père, président Abba Congo du parti Union démocratique pour la défense des intérêts africains UDDA, créé par l'abbé Fulbert Yulu. Forum FM 105. Moi, j'aime. Pendant que nous étions à Paris, Pascal Lissouba se débattait justement pour se faire élire. Et il avait chargé donc Claudine Mounari, sa directrice de cabinet, pour prendre contact avec les autorités françaises. L'influente maîtresse et deuxième femme coutumièrement de Lissouba, donc Claudine Mounari, avait fait la liste des sommes remises à Dominique de Villepin à Paris, au Plaza, à Athénée et au Bristol. Il s'agissait donc de la participation du président Lissouba aux bonnes œuvres et au combat politique de Jacques Chirac entre 1992 et 1995. Avant la présidentielle de 1995, Dominique de Villepin était directeur du cabinet d'Alain Juppé au ministère des Affaires étrangères. Il était devenu secrétaire général de l'Élysée. Pascal Lissouba était donc préoccupé par sa réélection en sollicitant les faveurs de la France. Tout ceci, d'ailleurs, sera confirmé dans un livre que vous connaissez, que j'ai cité. Donc, ces propos, je disais, ont été confirmés par Jean-François Pobst, qui a publié en 2007 un ouvrage intitulé Jacques Chirac, mon ami de 30 ans. Alors, le 18 mai 1995, le ministre Mungunga Ngila, d'ailleurs, Kombo, va adresser une lettre à Pascal Lissouba en développant une stratégie des mois à venir afin de conserver le pouvoir et d'empêcher le bon déroulement des élections prévues le 27 juillet 1997. Dans cette même lettre, dont je détiens la copie, on peut lire ce qui suit. Il nous a fallu Martin, c'est-à-dire Mbéry, Christophe Mkweke donc, Victor Tambatamba et moi, une trentaine d'années de marche à travers Rance et Épine, en passant par les géoles de la dictature militaro-marxiste, pour espérer un jour assumer les fonctions et responsabilités tant enviées qui nous sont actuellement dévolues. Peut-être n'avions-nous pas humblement et modestement confondu vitesse et précipitation. Je crains par ailleurs que ces envolées frénétiques de nos jeunes frères camouflent mal l'activisme des fervents séparatistes NILEC, qui ont choisi de concentrer les feux de leur artillerie sur les Bembés, accusés à tort d'être la cause d'un soi-disant envoûtement collectif du système. Cette auto-amputation serait menée à son aise puisque la prothèse de substitution Téké est, semble-t-il, déjà apprêtée. Libre à toi de forcer sur notre dos une hypothétique adoption par la communauté Téké. Mais rappelle-toi toujours que la survie de ton pouvoir a été âprement négociée au prix de beaucoup de sang Bembé. Enfin, je termine pour rappeler l'impérieuse nécessité de trouver les 20 milliards de francs destinés au montage de la société de gardiennage devant permettre de résorber les jeunes d'Aubéville qui avaient été mobilisés. Donc, je signale que cette lettre écrite par Mungunga Ngila, c'était le conflit latent qu'il y avait au sein de ces trois régions, donc du Niari, de la Bouenza et de la Lekumu. Vous voyez, il a parlé du Nilek, c'est-à-dire Niari, Lekumu. Je signale que c'est après la guerre de 1997 que
le président Sassou Nguesso m'avait demandé de prendre possession des bureaux abandonnés par le président Lissouba au Palais du Peuple pendant 3 semaines afin d'examiner tous les dossiers s'y trouvant. En effet, aucun secret de la présidence Lissouba ne m'a échappé, au moins ce qui était dans les archives du président déchu. Et puis, je signale aussi qu'en mai 1996, pendant que le président Sassou se trouvait à Paris, donc en mai 1996, Christophe Moukeke, secrétaire général de l'UPADES, va déclarer en 1993 et 1994, il y a eu la guerre. Nous avons perdu nos parents et ceci est grave. Pour les venger, nous sommes prêts à tout faire. Je m'y emploierai personnellement que Lissouba revienne au pouvoir. Si, bon, ce qu'il a dit, parce qu'il y a eu une petite coquille. Notre objectif est de confisquer ce pouvoir au moins 30 ans. Le président Lissouba a des grands projets, surtout pour notre région du Nibolek. Construction de barrages, grandes fermes agricoles, etc. Nous avons des moyens humains pour les réaliser. Mais à l'époque, le blocage extérieur, l'absence de crédit ne pouvait nous permettre de les réaliser. Aujourd'hui, avec l'explosion pétrolière, nous aurons de l'argent pour les réaliser et favoriser l'emploi dans notre région. Pensez-vous que ceux qui viendront le feront pour vous? Qui de nous sait là où nous serons demain? En exil, en prison. Pour cela, nous devons agir. Au niveau de l'armée, sous Sassou, nous n'avions qu'environ 16 colonels. Aujourd'hui, après avoir réussi à déstabiliser et reconstruire l'armée, nous avons rétabli l'équilibre. On peut même dire que nous avons dans ce domaine tout ce qu'il faut. Donc vous comprenez que le complot, pour ne pas dire la guerre du 5 juin, était préparé de 2 côtés. Bon, pendant la période de l'exil volontaire en France de Sassou Nguesso, celui-ci prenait des contacts à Paris, rencontrant plusieurs personnalités politiques, et parfois me demandait de l'assister. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Il me met en contact également avec plusieurs membres de sa famille, dont il a souhaité que je fasse partie. Ainsi, il a insisté pour mon rapprochement avec sa fille Claudia, âgée à l'époque de 23 ans. Le défunt docteur Mobutu m'encourageait dans ce sens, ainsi que son épouse, à tel point que nous avons fait le déplacement en novembre 1996 à Lourdes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Alors, je me suis opposé donc à cette relation arrangée qui paraissait comme incestueuse, d'autant plus que je considérais son papa, que je tutoyais à sa demande comme mon aîné. Je n'ai donc pas voulu chercher à entretenir cette relation, me contentant d'une autre proche de la cour. Mais en tout cas, loin de parler de l'intimité familiale des Nguesso, j'étais avec eux comme un poisson dans l'eau, associé à plusieurs événements douloureux et heureux. C'est ainsi que j'étais constamment au Vésiné, comme dans l'avenue Rap. Je me suis rendu même à Londres avec Madame Antoinette Sassou pour régler un problème familial. C'est Célestine Kouaka qui m'avait rejoint. D'ailleurs, je vous signale que c'est à moi que Madame Sassou Nguesso, depuis Pointe-Noire, téléphone en premier le jeudi 5 juin 1997 vers 5h05 du matin pour que j'alerte la presse parisienne que la résidence de Mpila était encerclée par des blindés. Ce que j'ai fait en joignant certains journalistes, dont Philippe Lemarie de RFI, qui était très proche de moi et qui me recevait régulièrement sur l'actualité des droits de l'homme. La nouvelle de cet encerclement de Sassou fut annoncée, d'ailleurs par Sassou lui-même, sur les ondes de Radio France Internationale. Parce que dès que j'avais donné l'information, eux, ils ont essayé de le joindre, effectivement, pour qu'il confirme ce qui a été dit par moi. La maison de Sassou Nguesso, que je vous montre sur l'écran, a été touchée comme celle de Madame Edith Lucie Bongo, qui se trouvait non loin de la brasserie de Mpila. Selon certaines indiscrétions, Sassou, dont les gens pensaient qu'il se trouvait à Kinshasa, était sorti pour demander à sa garde d'ouvrir le grand portail
afin que les militaires de l'Issouba entrent au lieu de tirer vaille que vaille. Donc à 6 heures du matin, Sassou téléphone Bernard Kolela, maire de Brazzaville, pour lui dire qu'il est encerclé. Bernard Kolela téléphone au président d'Issouba en lui disant « Je suis informé que vous avez envoyé des militaires là-bas pour encercler le président Sassou. » Et à l'Issouba de répondre « Je ne suis pas au courant, je dois vérifier. » Kolela précise « Nous venons de signer un accord, il ne faut plus créer des problèmes. » L'entretien s'est terminé là et Pascal Lissouba n'a plus téléphoné. Au contraire, il a donné des ordres à ses militaires « Anéantissez-moi ce type-là. » Donc, le colonel Eboundi, lui, a répondu en ces termes « Monsieur le Président, dès 8 heures, on en aura fini avec les bonnes armées de Mpila. Puis nous nous occuperons de ceux de Bakongo. » Sassou Nguesso, qui était préparé à cette éventualité en plaçant des conteneurs remplis d'armes et de munitions dans certaines parties de la ville, les Cobras, ils ont réagi. Donc les Cobras, armés, renforcés par les ninjas, sont sortis de partout comme des chauves-souris. Débordés donc, les forces militaires régulières de l'Issouba ont été obligées de se replier dès 9h30. C'était la débandade de la garde présidentielle et de l'armée du professeur Pascal Lissouba. Un sauve-qui-peut qui s'est poursuivi jusqu'au centre-ville. 5 chars sont tombés aux mains des Cobras. Le régiment blindé est tombé sous leur contrôle, puis le camp de la marine de l'école et l'école de police, comme je vous le montre sur ces images. Donc les Cobras ont pris tous les commissariats des arrondissements du nord de Brazzaville, Ouenze, Talanga, Mikalou, Putopoto, Mungali, libérant les prisonniers. Ils ont ravi donc des véhicules de la gendarmerie, faisant beaucoup de prisonniers parmi les militaires. Dans le désarroi, le seigneur de guerre Pascal Lissouba, devenu le seigneur de la peur, a convoqué Dada, le comité restreint. Sassou, qui se présentait en situation de légitime défense, après l'agression des forces de Lissouba et Yombi, devient donc un rebelle. Sassou, le grand renard rusé, piégeur, devient du coup un résistant. L'homme agressé, celui qui a été dérangé dans son sommeil. En ce moment-là, la majorité des Congolais avait donc approuvé la résistance des forces démocratiques unies, FDU, de Sassou pour obtenir le départ du président Pascal Lissouba qui exerçait le pouvoir d'une manière tyrannique et en dehors des actes de la conférence nationale souveraine. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Étant à Paris, nous suivions depuis la France, donc, au sein des cellules de l'avenue Montaigne et du boulevard Magenta, à Paris, le déroulement de ce conflit qui a duré jusqu'au 15 octobre 1997. Les bombardements donc de Mpila, pour nous, et des quartiers nord de Brazzaville, en juin 1997, constituent donc la deuxième guerre nationale, après celle de 93-94. Donc en sa qualité de président de l'Alliance URD, les bombardements de Mpila et des quartiers nord de Brazzaville, en juin 1997, constitue pour nous la deuxième guerre nationale, après celle de novembre 1993. Donc, en sa qualité de président de l'Alliance URD-FDU, Bernard Kolela rend publique une déclaration dans laquelle il explique les démarches qu'il a entreprises pour amener la paix dans la ville. Hélas, il se heurte à la fourberie de Pascal Lissouba, qui fait le contraire de ce qu'il dit. La décision d'attaquer la résidence de Sassou avait été arrêtée depuis plusieurs semaines. Comme je vous l'ai démontré par les correspondances de Mouangila et de Christophe Mokweke, et également, j'ai pas voulu vous montrer effectivement les engagements ou les propositions de Méry Martin.
Je vais revenir sur lui après. Donc, nommé directeur de campagne de Pascal Lissouba, Yombi Opango propose l'élimination physique de Denis Sassou Nguesso. Il sollicite 3 milliards pour l'exécution de son plan, avec Jacques Okoko et Jean-Michel Ebaka. Le général Yombi prépare l'assassinat de Sassou Nguesso à Ouando. La tentative échoue le 10 mai 1997 lors de la tournée de Sassou Nguesso dans la capitale, la Cuvette, en mai 1997. Yombi, Okoko, Jacques et Ebaka Jean-Michel lancent une campagne d'intimidation, d'incitation à la haine, de soulèvement des jeunes à Ouando, Makwa et Ntoku pour empêcher l'accueil de Sassou Nguesso. Cette entreprise se matérialise par les faits ci-après. L'organisation par Yombi lui-même de plusieurs réunions politiques à Ouando et à Makwa, au cours desquelles il incite ouvertement à l'agression armée contre Sassou, qui avait ordonné les tueries de Ouando en septembre 1987 et fait assassiner le capitaine Onga. Yombi va ordonner également les violences contre la délégation de Sassou, si ce dernier entre à Ouando et à Makwa, en Tipoy, c'est-à-dire le Hamak. Ainsi que contre toute personne portant un t-shirt à l'effigie de l'ancien président, donc Sassou Nguesso, et d'un symbole du PCT. Ces faits seront dénoncés dans la plainte introduite à cet effet auprès du procureur de la République à Ouando par M. Pierre Moussa, qui était membre du bureau politique du PCT. Donc l'orchestration par le préfet d'Ebaka, les diverses manœuvres tendant à empêcher l'arrivée du président Sassou à Ouando, le déplacement spécial effectué par ce haut fonctionnaire sur Makwa pour demander à Sassou de renoncer à poursuivre sa tournée en passant par Ouando, et l'entretien qu'il a eu avec ce dernier en sont des preuves irréfutables. Alors, la tentative d'intimidation d'un sénateur dans le but de le contraindre à refuser à Sassou Nguesso son logement pour une nuit en Togo. La préparation et l'infiltration dans le dispositif de sécurité de Sassou d'un commando armé chèrement payé qui devait attenter à la vie de Sassou lors de son accueil à Ouando. C'est donc par haine et par cupidité qu'un complot ridicule a été monté par Yombi Opango, Jacques Okoko et Ebaka dans le but d'empêcher l'accueil de Sassou à Makwa, Ntoku et à Ouando, puis d'attenter à sa vie. Après donc la tentative d'assassinat de Sassou, le 10 mai 1997, sa résidence a été entourée par les chars le 30 mai 1997. Mais Lissouba Pascal a dû faire arrêter les opérations à cause de son voyage sur Harare. Puis il a été surpris par l'initiative de Federico Mayor, venu à Brazzaville pour faire signer un engagement solennel pour les élections présidentielles de juillet 1997. Dès que le directeur général de l'UNESCO est parti, Pascal Lissouba a relancé sa machine de guerre. La guerre du 5 juin 1997 était préméditée. Les deux protagonistes, le général Daniel Mabika, pour le compte de Pascal Lissouba, propose le 24 décembre 1994 et le 20 mars 1997 un plan d'action visant à attaquer Denis Sassou Nguesso à Brazzaville et à Oyo. Donc l'ordre d'attaquer Mpila avait été apporté pour signature par le colonel Yves-Marcel Ibala, ministre de la Sécurité, et le général Mabika. Et le général Mabika, chef d'état-major général, chez Charles Ganao, qui était Premier ministre. Comme celui-ci a refusé de le signer, ils sont partis chez Martin Berry. Ce dernier a également refusé en disant « L'action s'est déroulée à Ouando. Il y a là-bas un procureur qui doit jouer son rôle. » Visionnaire ou traite, en tout cas, le ministre Martin Berry improvise un voyage sanitaire en France. Berry avait déjà un pied dans le camp de Sassou Nguesso. Ne croyant plus à Pascal Lissouba, il le trahit et se retrouvera, comme par hasard, dans le premier gouvernement de Sassou Nguesso après la guerre du 5 juin
1997, donc le 2 novembre 1997, à la nomination du premier gouvernement. Donc, Ibala et Mabika se sont rendus chez le protégé de Yombi Opango, le colonel Philippe Pikingita, ministre de l'Intérieur et cousin de Bernard Kolela. Devant l'argent et la promesse des galons, le général Pikingita accepte et signe le plan d'attaque de Mpila et le décret instituant un couvre-feu dans Brazzaville. Donc, le mardi 4 juin 1997, Yombi Opango, Okoko et Baka jurent de venger les 4 militaires de la garde personnelle de Yombi assassinés à l'entrée d'Oyo. Il fallait rapidement empêcher Sassou Nguesso d'annoncer sa candidature le samedi 7 juin, lors d'une conférence de presse. Assassiner un candidat déclaré posait un sérieux problème. L'agitation donc avait débuté le 31 mai 1997 au palais présidentiel, le jour où les leaders des partis politiques avaient pris un engagement solennel pour l'élection présidentielle du 27 juillet 1997. En effet, sur proposition de M. Federico Mayor, directeur général de l'UNESCO, agissant comme témoin d'honneur dans l'esprit qui a présidé au Forum national pour la culture de paix, le décembre 1994, et sur invitation et en présence de monsieur le professeur Pascal Lissouba, président de la République du Congo, les leaders des partis politiques se sont retrouvés donc au palais présidentiel. Il s'agit donc de Bernard Kolela, président du MCDDI, Denis Sassou Nguesso, président de FDU, Jean-Pierre Tistea-Tikaya, président du RDPS, Saturnin Okabe pour la mouvance présidentielle, Pascal Satima Biala pour l'UPADES. En fait, en réalité, Saturnin Okabe aurait pu être soit pour le RDD ou pour l'UPADES même, mais on a choisi la formule pour la mouvance présidentielle. Bon, alors que l'UPADES également faisait partie de la mouvance présidentielle. Voilà un peu cette dichotomie. Pascal Lissouba donc s'est livré à une parodie de négociation menée sous l'égide du directeur général de l'UNESCO, comme je vous l'ai dit. Il a apposé, comme les autres, sa signature au bas d'un document censé garantir le déroulement régulier de l'élection présidentielle. Donc, les exigences d'éthique impliquées par la campagne présidentielle, peut-on lire dans ce texte, doivent être scrupuleusement respectées pour garantir la tranquillité nécessaire au déroulement serein des opérations préélectorales et électorales. Donc, les injures, insultes, la médisance, la diffamation et l'incitation à la violence doivent être proscrites et faire l'objet dans les faits des poursuites judiciaires. Pouvait-on lire? En tout cas, le haut commandement avait donc touché 120 millions de francs CFA pour consigner l'armée à raison donc de 12 000 francs CFA par militaire comme misérable prime de risque. Des chars ont été mobilisés pour encercler Sassou Nguesso dans sa résidence de Mpila. Mais cette opération a avorté suite à l'arrivée inattendue de Federico Mayor, qui a donc imposé le calme à tous les dirigeants politiques, comme je l'ai dit, avec cette réunion qui s'est tenue à la présidence de la République avec Pascal Lissouba. En tout cas, le scénario a repris le mercredi 4 juin avec la lecture du communiqué final du Conseil des ministres lu par Madame Sophie Ouyou Kimboala, ministre de la Communication, une véritable déclaration de guerre contre Mpila signée par l'État congolais. En tout cas, le jeudi 5 juin 1997, à 4h30 du matin, les militaires rampaient pour encercler la résidence de Sassou Nguesso qui dormait paisiblement selon ses déclarations. En prenant la direction de la médiation nationale, Bernard Kolela, député maire de Brazzaville,
va donc éclabousser les observateurs internationaux. Donc, président de l'Alliance BRD-FDU, solidaire donc de Denis Sassou Nguesso, dans le combat pour la démocratie, comme je vous l'ai démontré dans la première partie de cette série, de ma rencontre avec Sassou Nguesso, le député maire de Brazzaville, le très populaire Bernard Kolela, ne pouvait pas assurer une médiation crédible, à moins qu'il soit un traître corrompu. Il aurait pu, par contre, saisir cette opportunité pour exiger une transition politique et empêcher la poursuite de la guerre, et peut-être même prendre le pouvoir temporairement, en attendant l'organisation des élections, étant donné que le mandat de Pascal Lissouba devait prendre fin le 16 août 1997. On peut faire plusieurs émissions sur le déroulement de cette guerre, mais nous détenons des actes, des achats des hélicoptères, de combat à l'attention du ministre, du directeur du cabinet, du chef de l'État, c'est-à-dire que Madame Mounari, en date du 27 juin 1997, d'une part, et le ministre de la Défense, d'autre part. Comme vous le voyez à l'écran, ces documents sont là. Comme vous le voyez donc à l'écran, c'est la CED Marketing SA, basée en Afrique du Sud, qui a fourni 2 hélicoptères de transport Mi-17 et Mi-4, après versement de la somme d'1 million de dollars. Par la République de Kirghizie, via l'ambassade en Russie, le ministère de la Défense de Lissouba a pu acquérir 5 hélicoptères Mi-8 2 millions de dollars chacun et 3 hélicoptères Mi-24 de 2 millions de dollars chacun, auxquels s'ajoutent les pièces de rechange pour un montant global de 5 millions de dollars. Alors, au total, vous pouvez regarder, vous pouvez voir 5 hélicoptères Mi-8, 2 millions, donc ça fait 10 millions de dollars. 3 hélicoptères de 2 millions, ça fait 6 millions. Et 6 millions plus 10 millions, nous sommes déjà à 16 millions. Plus 5 millions de dollars pour les pièces de rechange, ça fait 21 millions de dollars qui ont été versés justement à cette société de la République Kirghizie qui a fourni donc ces hélicoptères de combat. Donc, les Congolais se sont rendus compte que l'homme, Pascal Lissouba, élu président de la République, venu pour servir, est plutôt là pour tuer, enfoncer la population dans la misère et désunir le pays, sortir, réconcilier la conférence nationale. Au lieu de se contenter de la construction du pays, Pascal Lissouba, en tant que tyran autosuffisant, a ignoré les statuts juridiques, les pouvoirs, les attributions, le fonctionnement des collectivités locales et leur rapport avec le pouvoir central. Pascal Lissouba a violé la Constitution approuvée par le référendum le 15 mars 1992. Celle-ci avait pourtant prévu, comme je l'ai dit, les conseillers municipaux et régionaux. Les premiers élus d'ailleurs en mai 1992 n'ont jamais exercé leurs fonctions et pourtant les collectivités locales avaient la personnalité juridique et devraient jouir de l'autonomie administrative, patrimoniale, financière, économique, culturelle et sociale. Les conseils élus au suffrage universel direct qui élisent en leur sein ou des bureaux exécutifs. Donc, c'est ce que d'ailleurs moi je reprends également sous d'autres formes beaucoup plus accentuées, le modèle de fonctionnement quand je parle de la fédération, des États, des entités fédérées, c'est-à-dire une large autonomie où les régions seront autonomes. Nous allons avoir une république fédérée. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Donc, j'ai personnellement connu le professeur Pascal Lissouba, qui a même honoré de sa présence à ma soutenance de thèse de doctorat, le 4 mars 1986 à Paris,
pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas approché Pascal Lissouba, l'homme des sciences reste un homme politique pédant aux incohérences, aux actions, ayant favorisé d'ailleurs Sassou Nguesso dans ses droits de grands criminels non répandus, au lieu simplement de faire appliquer les actes de la conférence nationale. On aurait pu en finir avec Sassou Nguesso. Et il ne faut pas oublier que le 5 juin 1997, Lissouba, Pascal, s'est fait piéger par Sassou Déni. Le 5 juin 1997, le président en exercice, qui a comme principal conseiller Jacques Yombi Opango, est devenu l'agresseur. Et que Sassou Nguesso est donc l'agressé qui se préparait de façon loyale à l'affronter. La première guerre civile du Congo de 1993-1994 trouve bien contenu en germe dans les bombardements à l'arme lourde des quartiers sud de Brazzaville le 3 novembre 1993. La seconde guerre du Congo de juin à octobre 1997 est donc le plus grand piège de Sassou Nguesso contre le Nibolek. Le 15 octobre, la seconde guerre civile du Congo est terminée. Depuis donc son village d'Oyo, le général Sassou Nguesso adresse au peuple congolais un message consacré à la réconciliation nationale en ces termes. Le drame que nous vivons prend ses racines dans le tribalisme, le régionalisme, l'intolérance et la violence politique entretenue par les tenants du pouvoir déchu. Afin que l'histoire ne se répète pas, nous devons combattre le mal à la racine et œuvrer désormais pour la réconciliation nationale, la paix et l'unité nationale, pour qu'enfin naisse un Congo démocratique, indivisible, heureux et prospère. Lorsque vous entendez ce discours, vous espérez. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Et puis, je signale également que nous étions 4 juristes à Paris à rédiger du 16 au 20 octobre 1997 un projet d'acte fondamental. Il s'agit donc du professeur Marion Manzimba Iwango, qui a dirigé ce groupe avec Maître Chikaya, Maître Jean-Michel Char et moi-même. Notre projet a été fusionné et revu avec le projet présenté par Gabriel Encha-Ebia et Gabriel Longombe. Le texte définitif de l'acte fondamental qui régira provisoirement le Congo sera donc adopté le 24 octobre 1997 et promulgué par Sassou. Donc le lendemain, le 25 octobre, le général Sassou Nguesso sera donc investi président de la République et prêtera serment en présence des membres de la Cour suprême et des principales formations politiques. Le président Sassou Nguesso me mettra en route pour Brazzaville avec une délégation de 3 avocats du CIRAC, dont Maître Jean-Michel Char, qui a participé à la rédaction de l'acte fondamental, secrétaire général de cette organisation non gouvernementale qui a un statut consultatif à l'ONU. Dès mon arrivée à Brazzaville avec la délégation, en passant par Kinshasa, parce que il y avait un hors-bord qui était mis à notre disposition pour nous chercher depuis Kinshasa. Le président m'avait demandé si je voulais faire partie du gouvernement. J'avais répondu, pas pour le moment. Il faut mettre avant tout de l'ordre sur les questions humanitaires et les droits de l'homme qui se posent. Ce n'est que le 2 novembre 1997 d'ailleurs que le gouvernement de salut public est constitué. Du 1er au 2 novembre 1997, j'ai fait avec ma délégation du CIRAC le constat des dégâts de la guerre. Nous avons identifié de nombreux problèmes et surtout socio-sanitaires. J'ai pris l'avion par après avec ma délégation
pour Pointe-Noire, où nous avons rassuré tous les Congolais, et particulièrement les partisans du régime défunt de Pascal Lissouba. C'est ainsi que nous avons été reçus par le gouverneur civil et militaire de Kwilu et la ville de Pointe-Noire, qui était celui qui a sauvé donc la région. Il s'agit du colonel Marcel Ntsuru. Sur la demande donc du président Sassou Nguesso, il m'avait d'ailleurs même remis une lettre à la fin que je devais remettre au président Sassou Nguesso, que j'avais remis. Je dois avoir la copie de cette lettre, que je peux vous présenter d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas sur moi, mais non. D'ailleurs, je vous présente la lettre qui m'avait confiée, la copie de la lettre qui m'avait confiée, adressée au président Sassou Nguesso. Donc, sur la demande du président Sassou Nguesso, j'ai consulté les documents authentiques, les archives de l'État, dans les bureaux de la présidence, abandonnés par Pascal Lissouba et sa directrice du cabinet. À mon avis, le règlement du conflit aurait pu être politique en faisant du président du Sénat, Augustin Poignet, commandeur de la Légion d'honneur, le président par intérim du Congo pendant cette période trouble. On n'avait donc pas besoin d'avoir un acte fondamental, si vous voulez, parce que si on devait continuer sur cette visée, et pour que ça ne paraisse pas comme étant un coup d'État. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'en août 1997, d'ailleurs, puisque je parle d'Augustin Poignet, au moment où théoriquement le mandat légitime de Pascal Lissouba prenait fin, le président du Sénat avait déclaré « Je suis allé personnellement voir Sassou à Wenze. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il ne m'a rien dit. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Sassou est la personne qui a eu tout. Il est encore jeune. Il pourrait attendre encore et se représenter sans problème. On ne comprend pas comment il a pu trouver toutes ces armes lourdes. Pendant 25 ans, j'ai été en exil à Paris. À aucun moment, je n'ai pensé à écrire un article dans les journaux contre mon pays, surtout que les dirigeants de l'époque prônaient le marxisme. C'était la prison ou la mort. En 1991, j'ai donc assisté à la conférence nationale. Les élections sénatoriales ont eu lieu et j'ai été élu. Mes pères ont fait de moi le président du Sénat. L'année prochaine, 1998 donc, faisait allusion à 1998, je ne suis pas sûr de me représenter parce que je suis fatigué. Alors, Augustin Poignet poursuit. J'ai posé la question au président de la République, c'est-à-dire Pascal Lissouba, est-ce qu'il était attaché au pouvoir? Il m'a répondu ceci. S'il arrivait que je sois battu, je m'en irai sans problème. Je suis prêt à quitter et donner le témoin à mon successeur. Alors, c'est Poignet qui continue. Moi qui vous parle, je ne comprends pas comment Sassou a pu se tromper comme ça. Voici donc les propos du colonel à la retraite, Augustin Poignet, que j'ai bien connu à Paris. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il a assisté à ma soutenance de thèse, de doctorat d'État, en mars 1986 à l'université Paris 11. Pour me féliciter, il m'avait remis un chèque de 1000 francs français. J'avais donc invité de nombreuses personnalités congolaises de toute opinion et de tous les horizons qui avaient honoré de leur présence à cette soutenance. Il s'agit notamment de l'ambassadeur du Congo en France, Jean-Marie Ewenge, qui m'avait remis lui aussi un chèque de 600 francs français. Il y avait l'ancien Premier ministre, le professeur Pascal Lissouba, fonctionnaire à l'UNESCO, l'ancien vice-président du Conseil d'État,
Maître Moudile Nomasengo, le docteur Séraphin Bakouma, de l'opposition, le professeur Kom Makassa, Michel Ekondi, docteur Michel Ekondi Akala, le colonel Jacques Ongoto, le colonel Guy Kimfoussia et bien d'autres, à l'issue de cette brillante thèse qui m'a valu du jury de 5 membres une mention très honorable avec les félicitations du jury, l'assistance, plus d'une centaine de personnes et mes compatriotes étaient fiers de me voir consacré en tant que premier spécialiste francophone en droit international des droits de l'homme. En effet, cette nouvelle branche du droit international qui avait été instituée 5 ans plus tôt par le rapporteur de ma thèse, c'est-à-dire le professeur Karel Batak, en sa qualité de directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO, rédacteur des dimensions internationales des droits de l'homme. Donc, pour moi, pour clôturer, le devoir de mémoire étant impératif, nous allons continuer à rendre publics des documents qui éclairent notre histoire et surtout démontrent l'ampleur des crimes commis au Congo contre les innocents. Donc la prochaine émission sera également consacrée à la guerre du 3 novembre 1993, donc les bombardements des quartiers sud de Brazzaville. Quel était le rôle de Sassou Nguesso justement pour favoriser cette guerre. Voilà. En tout cas, je vous remercie. À bientôt. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est génial. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Eh, ma bouide, eh, yimene, moyo tetekaya, timatia. Gebu wapinda mananga mpaya sisamba mbutanga na chadiambo kuzanda. Bon, moi c'est Jacques Lebello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que oui, je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant.